Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire se dit satisfait de la gestion des fonds mis à la disposition du gouvernement ivoirien. Ousmane Diagana était ce matin face à la presse nationale et internationale. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, a conduit une délégation gouvernementale en Chine dans le cadre de la coopération bilatérale. Nous en parlerons dans ce journal. C'est dans une dizaine de minutes. Dans ce journal également, nous irons au Nigeria où une cinquantaine d'adolescents ont été tués ce matin dans un attentat attribué au groupe islamiste Boko Haram. Les précisions en toute fin de journal. Voilà pour les titres. Nous les développons maintenant. Bienvenue dans cette édition. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire était aujourd'hui face à la presse. Ousmane Diagana se dit satisfait de la gestion des fonds mis à la disposition du gouvernement ivoirien dans le cadre du financement de projets socio-économiques. Les précisions de Francis Boifo. Tous les signaux sont ouverts pour accélérer la croissance, constate le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. La renaissance des infrastructures, les écoles et les systèmes de santé qui fonctionnent bien à nouveau, l'agriculture qui est relancée et qui a contribué de manière importante à cette croissance économique. Tout cela, c'est évidemment des efforts du gouvernement, des efforts que nous avons accompagnés par des projets spécifiques, ensemble avec les autorités ivoiriennes. Nous sommes réjouis donc de ces performances. Satisfaite des résultats obtenus par le gouvernement ivoirien, la Banque mondiale a décidé d'appuyer financièrement le pays pour la réalisation d'autres projets. Et c'est le 25 novembre prochain que son conseil d'administration va décider. Il y a un programme de renforcement du système de santé et de lutte contre Ebola de 70 millions de dollars. Il y a un programme d'appui budgétaire de 70 millions de dollars. Il y a un projet de protection sociale et d'appui aux filets sociaux de 50 millions de dollars. Et puis, il y a une petite initiative de gestion des pesticides de 5 millions de dollars. Au total, une intention de financement de 200 millions de dollars, soit 100 milliards de francs CFA. 40% de ce montant sont octroyés sous forme de dons et les 60% restants sont à rembourser sur une durée de 35 ans. Une rencontre bilan des activités de l'Association des producteurs de pétrole en Afrique s'est ouverte ce lundi. Cette rencontre qui va durer 3 jours va permettre d'évaluer les objectifs, les résultats et les activités de l'association et ses organes, au nombre desquels le secrétariat exécutif du Fonds pour la coopération technique, Guy Rogenguesson. L'Association des producteurs de pétrole africains, APA, est à la recherche d'un second souffle à Abidjan. Vieille de 27 ans, l'APA veut se mettre au goût du jour pour répondre aux défis actuels et à venir du secteur pétrolier, aussi bien en Afrique que dans le monde. La première réunion du comité de pilotage de l'étude sur l'évaluation des organes permanents de l'association, conduite par la Côte d'Ivoire, vise à adapter les textes fondamentaux de l'APA aux besoins des pays membres. Au cours des travaux, vous ferez l'analyse et la synthèse des propositions soumises par les pays membres en préparation à la session extraordinaire du Conseil des ministres des pays de l'APA du 21 janvier 2015. Le Conseil des ministres attend des propositions claires et motivées qui devraient pousser nos pays à une action concertée et soutenue dans le cadre des missions assignées à l'APA. L'Association des producteurs de pétrole africains compte 18 membres. L'organisation veut être un modèle de coopération régionale et de promotion des ressources pétrolières. En 2013, l'ensemble de la production de pétrole brut de l'APA a été estimé à 9,4 millions de barils jour, soit 10% de la production mondiale. Reportage signé Guy Rogenguesson et Adama Kone. Changement climatique et ville durable. Voilà le thème de la quinzaine de l'environnement qui a commencé ce lundi. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation de proximité pour porter aux populations le message du gouvernement sur les préoccupations environnementales. La quinzaine de l'environnement est à sa 3e édition. Grace Kando a assisté à son lancement. C'est reparti.
pour la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Le top départ a été donné ce lundi 10 novembre par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable, Alla Kouadio Rémy. Objectif, sensibiliser les différentes couches sociales à un changement de comportement en vue de protéger l'environnement et assurer le développement durable. Cette quinzaine s'organise chaque année autour d'un thème. Pourquoi le choix de ce thème? Cela vient simplement du fait que les concours de circonstances nous ont amenés à être choisis comme pays invité d'honneur à Polytech 2014, à Lyon, les 2 et 5 décembre 2014. Et le thème phare, c'est ville durable. À cette 3e édition de la quinzaine de l'environnement, le ministre Alla Kouadio Rémy a prononcé une conférence inaugurale sur la gouvernance environnementale et ville durable. Il a passé en revue les questions liées à l'environnement en Côte d'Ivoire avant d'inviter les populations à un comportement éco-citoyen. La bonne gouvernance environnementale nécessite l'implication effective de l'ensemble des acteurs du secteur public, des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile. Et c'est le lieu de lancer un appel à tous nos concitoyens en faveur de l'éco-citoyenneté et de changement de comportement qui nous mène vers la construction des villes durables. Et c'est ensemble que nous construirons la Côte d'Ivoire de demain, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, durable et émergente. Cette quinzaine nationale de l'environnement sera meublée par plusieurs panels, entre autres développement durable et énergie renouvelable et sur la qualité de l'air. Nous sommes le 10 novembre et c'est la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette journée bilan annuelle a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la science et combler le fossé entre elle et la société. Gabriel Zani. Il est essentiel de mettre en place un enseignement scientifique de qualité propre à jeter les bases d'un avenir plus viable pour tous. Ce sont les propos d'Irina Bokova, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Un message donné à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Journée célébrée le 10 novembre de chaque année. Cette année, le thème est « Enseignement scientifique de qualité, assurer un avenir durable pour tous ». Il invite les pays à renouveler leur engagement en faveur de la science pour la paix et le développement et à promouvoir l'utilisation responsable des acquis de la science au service de la société. Les ressources du monde devenant de plus en plus limitées, les hommes doivent user de créativité, d'innovation afin d'affronter les défis complexes qui émergent. Intégrer donc les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques dans les politiques de développement et d'éducation, c'est rendre la science plus accessible aux populations. Instaurée à la suite de la conférence mondiale sur la science à Budapest en Hongrie en 1999, cet événement marque le besoin d'établir un nouveau contrat social pour la science. L'UNESCO invite les gouvernements à réaliser des projets concrets pour montrer au grand public en quoi la science a sa place dans la vie quotidienne. C'était un commentaire de Gabriel Zani. Dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Chine, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, a conduit une délégation en Chine. Je vous propose de suivre ici quelques temps forts de cette mission. C'est avec Léon Brou. Plus de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques de service sur l'axe Abidjan-Pékin. L'accord qui lève cette exigence a été signé le 5 novembre 2014 par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, et son homologue chinois, Wang Yi. Cet acte pour ses signataires va consolider les relations déjà excellentes entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Il intervient en marge de la mission effectuée par Charles Dibi Kofi à l'invitation du ministre chinois du Commerce. Une mission qui s'est soldée par la conclusion de 3 projets d'accord de coopération économique et technique d'un montant global de 80 milliards de francs CFA entre les gouvernements chinois et ivoiriens. Le premier portant prêt remboursable sans intérêt et destiné à la construction à Abidjan d'un stade de 60 000 places concernant une enveloppe de 24 milliards de francs CFA. Les 2 projets d'accord restants sont relatifs à des dons pour la réalisation de 4 lycées d'excellence et la phase 2 du projet d'alimentation d'Abidjan
en eau potable. À cette mission, le ministre d'État Charles Dibi Kofi avait à ses côtés les ministres Niale Kaba, Adama Tungara et Patrick Kachi, respectivement chargés de l'économie et des finances, de l'énergie et du pétrole, des infrastructures économiques. Ces membres du gouvernement ont dit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à la Chine, pays dont l'appui à la politique nationale de prévention contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola s'élève à ce jour à 410 millions de francs CFA. Nous sommes en Chine, restons-y. Les dirigeants de l'Asie-Pacifique se rencontrent cette semaine en Chine, justement pour le sommet de l'APEC, le plus grand forum économique du monde. Un sommet qui marque la montée en puissance du géant d'Asie. Reportage. Les dirigeants des 21 pays de l'Asie-Pacifique se sont retrouvés lundi à Pékin, pays hôte du sommet de l'APEC. Maître de la cérémonie, le président chinois a vu les choses en grand pour faire de ce sommet une vitrine de la nouvelle puissance chinoise. Son projet est de mettre la Chine au centre de cette zone économique qui représente 21 pays et la moitié de l'économie mondiale. Signe de ce succès, la Chine et la Corée ont signé lundi un accord éliminant les droits de douane sur 90% des marchandises. Un sommet également pour rassurer les partenaires de la Grande Chine. La Chine va importer chaque année des milliards de dollars de biens et envoyer des millions de touristes dans le monde. Pour la région Asie-Pacifique et pour le monde entier, le développement de la Chine va générer de larges opportunités et des bénéfices durables. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président chinois ont eu un long entretien lundi, le premier après 2 années de fortes tensions diplomatiques. Les relations de la Chine et du Japon butent toujours sur la souveraineté des îles Senkaku situées en mer de Chine. La marine et l'aviation des 2 géants asiatiques se sont dangereusement défiées ces derniers mois autour de cet archipel. C'est le premier pas pour un retour de nos 2 pays à des relations stratégiques basées sur des bénéfices mutuels et des liens améliorés. Le président américain a appelé la Chine à ouvrir ses marchés et à rendre sa monnaie convertible. Malgré la rivalité entre les 2 puissances, Barack Obama assure qu'il est dans l'intérêt des États-Unis que la Chine soit prospère. Vladimir Poutine, lui, a confirmé ses excellentes relations avec Pékin, avec la signature de méga contrats dans les domaines du gaz et du pétrole. Retour en Côte d'Ivoire, où depuis 2012, la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants est fonctionnelle. En dépit de quelques difficultés qu'elle rencontre sur le terrain, elle a quand même pu désarmer et réintégrer un peu plus de 44 000 ex-combattants. L'échéance est prévue pour juin 2015. La date est-elle tenable? La contribution des partenaires est-elle suffisante pour achever le processus? Le passage de la vie militaire à la vie civile de ces ex-combattants est-elle une réalité? Élément de réponse maintenant. Fidel Sarasoro peut danser. Et pour cause, la DDR qu'il dirige vient d'atteindre les 60% d'ex-combattants désarmés, démobilisés et réintégrés. L'objectif fixé n'est plus loin. Sur un total de 74 000 ex-combattants, reprofilés et fichés dans la base de données de la structure, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration en a démobilisé et réintégré plus de 44 000. C'est un bilan positif. Il y a eu des responsables de DDR d'autres pays qui sont venus et tous ont attesté qu'il y a eu des progrès. Le processus de désarmement, démobilisation et réintégration est coûteux. Il est de 4 à 5 000 $, soit 2 à 2 500 000 francs CFA par ex-combattant. Ce bilan positif, la DDR le doit aussi à ses partenaires. Le budget que nous avons, c'est un budget de 20 millions de $. Sur la base duquel nous accompagnons la DDR. Je suis satisfaite de l'évolution du processus DDR parce qu'à ce jour, 60% des ex-combattants ont été réintégrés, réinsérés, désarmés. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne, l'ONUCI et tous les autres partenaires de l'ADDR se félicitent également des résultats obtenus à ce jour. Ils sollicitent tout de même un plus gros appui d'autres partenaires pour mener à terme et de façon efficiente l'opération. Si nous voulons que ce processus DDR
conformément à la volonté politique des autorités ivoiriennes, soit bouclé en juin 2015, il faut que nous accompagnions encore plus, surtout du point de vue financier. À côté de ce besoin de financement, le processus DDR rencontre d'autres difficultés. Un certain nombre d'ex-combattants viennent à nous avec des armes, mais qu'on ne retrouve pas dans notre base de données. Donc nous sommes obligés de faire des recherches pour voir la véracité de leur statut. La deuxième difficulté aujourd'hui, c'est que de moins en moins d'ex-combattants viennent à nous avec des armes. Donc nous devons faire de grands efforts de sensibilisation pour sensibiliser encore une fois les leaders communautaires à ce qui nous aide justement à localiser ces armes-là qui sont au niveau des communautés et à les sécuriser. Des défis à relever, certes, mais qui, selon le directeur général, ne devraient pas empêcher l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration de tenir l'échéance du 15 juin 2015. Au regard de l'environnement qu'il y a, au regard de la détermination qu'il y a, au regard du soutien politique qu'il y a, au regard du soutien technique et financier des partenaires, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas atteindre ces dates-là. En attendant, Fidel Sarasoro et son équipe poursuivent le processus de réintégration des ex-combattants. À la question de savoir combien d'entre eux ont intégré l'armée ivoirienne, le DG de l'ADDR est formel. L'ADDR n'intègre pas dans l'armée. L'ADDR fait de la réintégration dans les corps paramilitaires et au début du processus, le président de la République a autorisé qu'un certain nombre d'ex-combattants puissent être intégrés à la demande des services, la douane, des gardes pénitentiaires, des eaux et forêts, de la protection des pompiers civils, qu'un nombre de 6000 ex-combattants puissent intégrer dans ces corps. Mais c'est terminé. Au-delà de cela, tous ceux qui viendront à l'ADDR seront intégrés dans le secteur privé, mais également, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront être aidés à avoir une activité en propre. Mais ne bénéficie pas d'activité qui veut, mais qui passe par le désarmement, puis par la resocialisation. Ici, au centre de resocialisation, il existe un panel de projets. L'ex-combattant n'a qu'à opérer un choix. Comme je sais confectionner l'ADEV, qui sont les mannequins, que j'ai choisi ce projet afin que je puisse faire ce commerce de mannequinat. Moto 3 roues, c'est ce que j'ai choisi. Parce que parmi les projets, c'est ce que je vois, c'est qu'avec ça, je peux m'en sortir. Dans quelques semaines, Daouda et Téné Noël pourront certainement réaliser leurs rêves. D'ici là, il leur faut juste achever le mois de formation qu'ils ont à passer ici. En ville, leurs prédécesseurs jouissent déjà du fruit de leurs activités. ADDR m'a financé en agriculture. J'ai commencé un peu, jusqu'à aujourd'hui. J'ai 5 hectares de riz, 3 hectares de maïs. J'ai commencé à faire l'élevage de poulets. Les ennemis d'hier cohabitent aujourd'hui et regardent dans la même direction. Le développement de la Côte d'Ivoire, la réconciliation, la consolidation de la paix et la cohésion sociale. De la sensibilisation à l'installation de l'ex-combattant en passant par le désarmement, la démobilisation, la resocialisation et la formation, on peut le dire, que de chemin à parcourir. Mais au bout, l'ex-combattant peut chanter et saluer l'ADDR et l'ensemble de ses partenaires. Merci à l'ADDR et à tous ses partenaires. Nous sommes à 1 an des élections générales en Côte d'Ivoire et la CEI, la commission électorale indépendante, met un accent particulier sur la formation de ses commissaires centraux. L'inscription sur les listes électorales, le vote à l'étranger et la technologie dans les élections sont les modules sur lesquels les commissaires de la CEI ont été instruits. C'est ce que nous dit Michel Digri. Cette succession de formations à un rythme cadencé témoigne à n'en point douter de l'imminence des échéances qui nous attendent. Vous saisissez donc de façon éloquente l'importance des enjeux qui se dressent devant nous. C'est la deuxième session de formation des commissaires centraux de la CEI en moins de mois et pour cause, les élections de 2015 approchent à grands pas avec d'importants défis à relever. L'inscription des électeurs est une étape clé dans le processus électoral.
Je dirais même que c'est l'une des premières étapes parce que sans liste électorale, on ne peut pas avoir d'élection. Et ce module, c'est pour pouvoir nous familiariser avec ce processus et pouvoir le commencer assez tôt parce qu'on va aboutir à une liste provisoire qui va être vérifiée par les électeurs avant d'avoir la liste électorale définitive. Les commissaires centraux de la CEI sont donc formés sur l'inscription des électeurs sur les listes électorales, le vote à l'étranger et enfin sur les technologies de l'information dans le processus électoral. Il ne faut pas adopter une technologie pour adopter une technologie. Il faut aussi que ce soit une technologie qui ne vienne pas compliquer les choses, par exemple aux électeurs. Si au niveau de la Côte d'Ivoire, la CEI veut aller vers de nouvelles technologies, qu'elle puisse prendre ces éléments à considérer en compte pour que toute adoption de nouvelles technologies puisse être bénéfique et à la CEI, et aux électeurs et à la Côte d'Ivoire. Cette formation bénéficie du soutien de la Commission de l'Union africaine qui entend jouer pleinement sa partition pour la réussite des élections en 2015. Les femmes inconditionnelles du PDCI RDA ont apporté leur soutien à l'appel de Daoukro. Ce soutien, elles l'ont manifesté en adhérant au MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP. On retrouve Gabriel Zani. Les femmes inconditionnelles du PDCI RDA pour la candidature unique d'Alassane Ouattara au sein du Rassemblement des oufouettistes. Elles ont donc rejoint le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie, motivées plus que jamais par l'appel de Daoukro lancé par le président Henri Konan Bédié. Nous, membres du groupe de soutien, les inconditionnels des femmes mobilisatrices de Côte d'Ivoire, soutenons avec force et ferveur cet appel tout aussi historique que celui lancé par le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, en 1958 au stade Jo-André. L'appel de Daoukro permet de faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix, de stabilité et un pays émergent à l'an 2020, où il fait bon vivre. Nous invitons donc toute la population ici réunie a soutenu l'appel de Daoukro pour le bonheur de tous les habitants. Les responsables du MONASCO, conduits par la secrétaire nationale du MONASCO chargée des ONG et des associations de la société civile, Mariam Traoré, ont investi les nouvelles adhérentes de la section d'Abobo Nord. Leur mission, sensibiliser les femmes en vue de la réélection du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Reportage signé Roger Appé et Gabriel Zani. L'information africaine maintenant, en bref et en images. Nous irons en Afrique du Sud et au Nigeria où une cinquantaine d'adolescents ont été tués ce matin dans un attentat attribué au groupe islamiste Boko Haram. Nouveau massacre au Nigeria, une cinquantaine d'adolescents ont été tués, au moins 80 blessés. Comme on le voit sur ces photos issues des réseaux sociaux, un kamikaze s'est fait exploser dans leur collège dans une ville du nord-est du pays où la secte islamiste Boko Haram est très implantée. C'est officiel, le président sud-africain est visé par une enquête. La police l'a confirmé lundi par écrit aux députés. Jacob Zuma est soupçonné d'avoir fait des travaux dans sa résidence privée aux frais du contribuable. Des révélations faites en mars dernier par la médiatrice de la République. Montant estimé de la facture, plus de 16 millions d'euros investis pour construire notamment une piscine dans cette maison que la presse a surnommée le palais de la corruption. L'actualité internationale toujours, cette fois hors du continent africain. Première escale, l'Afghanistan. Série d'attentats en Afghanistan. 2 attaques à la bombe ont tué au moins 10 policiers au sud de Kaboul et à l'est du pays. Les talibans ont revendiqué ces attentats. Ils multiplient les attaques contre les forces de sécurité. Ils dénoncent un accord entre le président afghan et Washington. Un accord qui autorise le maintien de plus de 12 000 soldats étrangers dans le pays en 2015. À peine formé, déjà contesté. Au Yémen, le nouveau gouvernement a prêté serment dimanche devant le chef de l'État. Les rebelles chiites, mais aussi l'ancien président Ali Abdallah Saleh, ne reconnaissent pas ce gouvernement. Le pays est plus que jamais divisé. Le Yémen s'est enfoncé dans une crise depuis que les rebelles chiites se sont emparés de la capitale Sanaa au mois de septembre. Grande manifestation contre la corruption en Hongrie.
Près de 10 000 personnes ont défilé dimanche dans les rues de Budapest pour exiger la démission de la responsable des services fiscaux. Washington la soupçonne de corruption. Elle est interdite de séjour aux États-Unis. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a demandé aux Américains d'apporter les preuves de ces accusations. La joie est immense pour Loïc Peyron à son arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Le skipper français remporte pour la première fois la route du Rhum. Il bat de 2 heures le précédent record de cette course en solitaire. Loïc Peyron avait pris la tête de la compétition seulement quelques heures après son départ de Saint-Malo le 2 novembre dernier. Vous le savez, le Maroc a formulé la demande de report de la CAN de 2015 à 2016 pour des raisons sanitaires. Le bureau exécutif de la CAF se réunit très prochainement au Caire pour décider de la suite des événements. L'institution peut choisir de faire organiser la Coupe d'Afrique aux dates initialement prévues, c'est-à-dire du 17 janvier au 18 février prochain, mais dans un autre pays, ce qui mettrait définitivement fin au rêve du Maroc d'organiser la CAN, et le Royaume serait certainement lourdement sanctionné. En tout cas, le report suscite la polémique. À 24 heures de la très attendue décision relative à l'organisation de la CAN 2015, au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football, une tendance se dessine. De plus en plus de voix s'élèvent pour s'opposer au report de la compétition prévue du 17 janvier au 8 février. Ce journaliste camerounais couvre depuis plusieurs années des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour la radio nationale. Comme certains membres de la CAF, il estime que le report de la CAN 2015 pourrait priver l'instance tutélaire du football africain de ressources vitales. Ce report, à mon sens, aurait des conséquences lourdes aussi bien pour le pays organisateur que pour les pays participants, parce que programmer un événement de cette envergure de longue date et brutalement le reporter serait suicidaire pour toutes les parties. Dimanche, le Maroc a indiqué qu'il croyait encore en la possibilité d'un dialogue avec la Confédération africaine de football. Mais Rabat maintient sa requête de report de la CAN de janvier 2015 à janvier 2016 en raison de l'épidémie d'Ebola. Sa décision communiquée samedi à la CAF est très commentée dans les milieux du football amateur sur le continent. En Côte d'Ivoire, la polémique enfle. Imaginez-vous un instant qu'on dit qu'il y a un seul cas d'Ebola là-bas. Vraiment, tous les touristes vont fuir. Or, c'est la première source de revenus du Maroc. Donc, je les comprends un peu dans ce sens-là. Mais j'aurais préféré qu'ils ne refusent pas. Un petit report serait quand même intéressant parce que le Maroc aussi est un pays africain. Et c'est l'Afrique qui est en majorité touchée par ce virus-là. En attendant la fin mardi de l'imbroglio autour de la CAN 2015, les sélections africaines poursuivent de manière imperturbable leur préparation. Ce week-end vont se disputer les matchs comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le journal, c'est fini pour ce soir, mais nos programmes se poursuivent. Merci de votre confiance à notre chaîne.